Sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la crise politique au Togo. Dans ce journal, le changement de régime présidentiel en régime parlementaire continue d'alimenter le débat. L'opposition est vent debout contre ce changement constitutionnel voté le 25 mars dernier à minuit par un parlement sans mandat depuis fin décembre 2023. Face à la crise, le président de la République a demandé une deuxième lecture du texte. Pour en parler, on retrouvera depuis Lomé Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, cadre de l'UNIR, Union pour la République, le parti de la majorité. À une semaine des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, nous diffuserons une série de reportages cette semaine. Et ce soir, le point sur les secours qui s'organisent. Des milliers de volontaires sont formés pour prendre en charge les victimes du traumatisme pour la journée très éprouvante du 7 avril. Et focus ce soir sur l'Est de la République démocratique du Congo et sa guerre oubliée. Là-bas se joue depuis 30 ans une guerre silencieuse dans l'indifférence du monde. En novembre 2021, l'attention est focalisée par les rebelles du M23 qui a relancé une offensive à l'Est alors qu'elle avait cessé les combats depuis 2013. Cette rébellion est, selon un rapport des Nations Unies, soutenu par le Rwanda voisin. Pour aller plus loin, nous retrouverons Onesphore Sema Tumba, un chercheur spécialiste des Grands Lacs à l'International Crisis Group depuis Goma. Et on ouvre ce journal par la situation politique au Togo qui défraie la chronique dans le pays. Il y a une semaine, le 25 mars à minuit, des députés dont le mandat avait expiré depuis décembre ont voté une loi qui change le régime présidentiel en régime parlementaire. Une nouvelle constitution qui a suscité la colère de l'opposition et une partie de la société civile. Pour en savoir plus, on retrouve depuis Lomé le ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social et cadre de l'UNIR. L'UNIR, c'est l'Union pour la République, le parti de la majorité. Gilbert Bawara, merci d'être l'invité du JTA de France 24. La décision du président de la République de renvoyer le texte en deuxième lecture, est-ce un recul face à la pression de l'opposition? Je voudrais d'abord rectifier ce que vous venez de déclarer tout à l'heure. Le Togo n'est pas actuellement en crise. Il y a la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui a pris ses responsabilités, qui a initié une réforme constitutionnelle. Cette réforme fait l'objet de débats, d'interrogations et de questions. Nous pensons que cela reflète la vitalité et la vigueur de la démocratie togolaise. Cela ne doit pas conduire à des interprétations erronées et qu'il y aurait une prétendue crise en République togolaise. Alors dites-nous justement, que change justement, vous êtes déjà au pouvoir, le parti est déjà majoritaire, que change justement ce changement entre régime parlementaire et présidentiel? Qu'est-ce que ça change finalement, vu que vous êtes déjà au pouvoir? Mais avant de répondre à cette deuxième question, je voudrais aussi vous dire que l'initiative du président de la République en demandant une deuxième lecture d'une révision constitutionnelle déjà votée en première lecture par l'Assemblée nationale traduit à la fois sa volonté et son esprit d'ouverture et de dialogue, mais cela traduit également l'esprit de responsabilité et de sérieux qui nous détermine dans la conduite de cette réforme. Depuis les débats à l'Assemblée nationale jusqu'au vote de la révision par l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de débats, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Et compte tenu de l'importance de cette réforme, il est légitime que le président puisse s'assurer que les clarifications, la clarté et les précisions qui méritent d'être apportées, notamment quant à l'articulation des différents pouvoirs. Alors, dites-nous justement, vous parlez de légitimité, Monsieur Bawara, vous parlez de légitimité, mais déjà, il y a certains qui contestent ne serait-ce que le vote du Parlement, vu que le Parlement n'a plus de mandat depuis décembre 2023. Madame, j'étais ministre de l'administration territoriale il y a une dizaine d'années, lorsque, à l'initiative et en accédant à la volonté et à la demande de l'opposition, celle qui conteste aujourd'hui, et l'Assemblée nationale en place avait connu 10 mois de prolongation. Ici, on est en train de parler de 3 mois. Cela étant, je voudrais vous dire qu'en application des principes et des règles constitutionnelles
élémentaire. Au Togo et partout, les députés et l'Assemblée nationale en exercice et en fonction exercent la plénitude de leurs pouvoirs et de leurs attributions jusqu'à l'entrée en fonction effective de leurs successeurs. Tant qu'ils sont en fonction, ils exercent à la fois leurs prérogatives en matière d'adoption des lois et leurs prérogatives en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la même Assemblée nationale a procédé à des modifications concernant le cadre législatif et je constate que certains de ceux qui contestent aujourd'hui la révision constitutionnelle n'avaient pas eu de contestation à formuler. On vous entend, on vous entend. L'Assemblée nationale est dans son bon droit. Merci pour cette réponse, Monsieur Bawara. Merci pour cette réponse. Parlons du fond à présent. Les gens disent que ce changement constitutionnel, en fait, c'était pour assurer une sorte de présidence à vie par l'opposition qui dit ça, une présidence à vie à Faure Gnassingbé qui est déjà au pouvoir depuis 2005. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, je voudrais vous dire que ce sont des supputations. Et les éléments essentiels de la nouvelle constitution, c'est d'abord le mode d'élection du président de la République. Il est élu par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès. Et je rappelle que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple, que les sénateurs, une grande partie des sénateurs, sont l'émanation des conseils municipaux et des conseils régionaux qui sont également élus au suffrage universel direct. Et donc, les principes démocratiques connus ailleurs sont respectés en la matière. Deuxièmement, l'exécutif est dirigé par un président de la République qui a des responsabilités symboliques et honorifiques, élu par le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le président du Conseil est l'émanation de la majorité à l'Assemblée nationale. Je n'ose pas imaginer que certains de nos adversaires politiques supposent qu'en allant prochainement aux élections législatives, que le parti actuel majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir UNIR, aura nécessairement la majorité. Nous allons à une compétition électorale ouverte, libre, crédible. Il appartiendra aux Togolais de décider la majorité qu'ils souhaitent voir à l'Assemblée nationale. Merci. Et cette majorité que sera issue le président du Conseil désigné par le parti ou la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Qui aura remporté les élections que, je rappelle, seront le 20 avril prochain. Merci beaucoup, Gilbert Bawara, d'être venu dans le JTA de France 24. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, c'est la déclaration faite par le président algérien qui laisse planer le suspense sur son éventuelle candidature au deuxième mandat, à la prochaine présidentielle du 7 septembre prochain. Abdelmajid Tebboune a été élu en décembre 2019 avec 58% des voix lors d'un scrutin marqué par une forte abstention. C'est une manière indirecte de me poser la question si je me présente ou je ne me présente pas. Je ne vous répondrai pas, car avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Il y a encore notre programme à présenter et des déplacements dans les provinces à faire. À propos, si vous... Dans une semaine, jour pour jour, le Rwanda va commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis en 1994. Et afin de prendre en charge les Rwandais victimes de traumatismes, des milliers de volontaires sont formés aux premiers soins. Notre correspondant à Kigali, Clément Duroma, a suivi leur préparation. Voici son reportage. Un Rwandais sur 5 souffre de troubles mentaux liés au génocide contre les Tutsis de 1994, selon le gouvernement. Ces symptômes post-traumatiques se manifestent surtout sous forme de dépression ou de malaise et touchent les survivants, mais aussi leurs familles. À partir du 7 avril, lors des 30e commémorations, de nombreuses cérémonies pour rendre hommage aux victimes auront lieu partout dans le pays pendant 100 jours. Les services de santé se préparent et font appel à des volontaires. Chaque semaine, depuis 2 mois déjà, des centaines de jeunes étudiants sont formés aux premiers soins par la Croix-Rouge et les autorités pour prendre en charge les malaises dans les foules. Habituellement, nous avons un grand nombre de victimes
qui ont ces problèmes de traumatisme. Et nous n'avons pas beaucoup de spécialistes avec les compétences pour les soutenir. Donc nous mobilisons un grand nombre de volontaires. Ils pourront les évacuer et les aider à retrouver leur bonne humeur. Ces jeunes viennent de 40 universités à travers le pays et formeront à leur tour d'autres étudiants. Au total, plusieurs milliers de volontaires veilleront pendant les cérémonies. Ces dernières années, le Rwanda a beaucoup investi dans la santé mentale, par exemple en formant 2000 psychologues cliniciens présents dans 80% des hôpitaux. Mais les demandes restent très importantes et le pays ne compte que 16 psychiatres pour l'instant. Et sachez qu'au JTA, nous vous préparons pour le week-end prochain les éditions spéciales sur les 30 ans du génocide au Rwanda. Ne manquez pas nos éditions de vendredi et de dimanche prochain. On passe au focus de ce dimanche soir. 5,4 millions de morts depuis 1998. Massacres, mais aussi des malades, des maladies et des suites de la malnutrition. Près de 7 millions de déplacés dans le pays en raison des crises multiples. Une guerre oubliée dont les femmes payent le plus lourd tribut. Plus de 200 000 auraient été violées depuis 1998. Ce soir, nous allons dans l'est de la République démocratique du Congo, où se joue une des pires guerres de notre époque dans une indifférence quasi générale. Depuis novembre 2021, l'attention est focalisée par les rebelles du M23 qui a relancé une offensive à l'est alors qu'elle avait cessé les combats depuis 2013. Cette rébellion est, selon un rapport des experts des Nations Unies soutenu par le Rwanda voisin. On fait le point avec Clémence Valère et on se retrouve avec notre invité pour aller plus loin. Mars 2022. Presque 10 ans après avoir été chassé de l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée congolaise et les casques bleus, le groupe rebelle M23 lance une série d'attaques sur des positions militaires aux frontières avec l'Ouganda et le Rwanda et occupe de larges parties du territoire de Nord Kivu. Raison avancée pour la reprise des armes, Kinshasa n'aurait pas respecté ni mis en œuvre les accords conclus en 2013 entre les deux parties sur la démobilisation et la réinsertion de leurs combattants. Le M23, qui tire son nom de l'accord de paix conclu le 23 mars 2009, a déclaré se battre contre la marginalisation politique et le manque de représentation des Tutsis dans la région. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, la communauté de l'Afrique de l'Est initie le processus de Nairobi, en parallèle du sommet de Luanda. Si le premier se focalise sur les groupes armés, le second se concentre sur les relations entre Kinshasa et Kigali, qui ne cessent de se dégrader. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles. Une accusation corroborée par l'ONU qui publie un rapport d'experts fin décembre 2022 qui évoque l'intervention de l'armée rwandaise en RDC aux côtés du M23. Kigali a nié ces accusations et aujourd'hui le Rwanda ne s'exprime plus sur le sujet. Face au M23, l'armée congolaise est soutenue par les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et les Wazalendo, des milices locales pro-gouvernementales. En janvier 2023, le groupe rebelle se retire brièvement de certaines localités occupées. Mais les pourparlers de paix échouent et en octobre, de nouveaux combats éclatent. Et le mouvement menace de plus en plus Goma, la capitale régionale. D'après l'Agence des réfugiés de l'ONU, depuis le début des affrontements en 2022, 3,3 millions de personnes ont été déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et pour aller plus loin, on retrouve en direct depuis Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chercheur spécialiste des Grands Lacs à l'International Crisis Group, Onesphore Sematumba. Merci de nous rejoindre dans le JTA de France 24. Dites-nous déjà comment vous expliquez que cette guerre latente qui dure depuis 30 ans n'attire pas plus l'attention de la communauté internationale. Bon, écoutez, merci beaucoup, mais je voudrais d'abord réagir par rapport à l'élément qui vient de passer et qui situe la résurgence du M23 à mars 2022. Non, c'est 4 mois plus tôt. Le M23 reprend du service en novembre 2021. Donc, ce n'est pas à mars 2022. On parlera, vous avez raison, on parlera justement du M23, mais j'aimerais qu'on dresse un tableau un peu général. D'abord, qu'on essaye de comprendre, avec les chiffres dramatiques dont on parle, la crise est grave, les déplacés sont nombreux, ils se comptent en millions, les morts sont innombrables. Comment vous expliquez qu'on n'en parle pas plus et que ça n'attire pas plus l'attention de la communauté internationale ?
Je pense qu'il y a deux choses essentielles qui expliquent cette négligence, cet oubli. La première chose, c'est une certaine lassitude au sein de la communauté humanitaire et de la communauté internationale, parce que cette crise est devenue cyclique. C'est depuis plus de 30 ans, comme vous l'avez bien dit, et donc on a l'impression que l'on tourne en rond, et donc les donateurs, les bailleurs, ils sont fatigués d'être chaque fois sur le même dossier sans avoir des résultats probants. Ça, c'est la première chose, la lassitude. La deuxième chose, c'est le contexte mondial. Eh bien, la communauté internationale est maintenant sollicitée par plusieurs autres crises plus actuelles, Gaza maintenant, l'Ukraine, Yémen, etc. Et donc, on va dire que la crise de l'Est de la République démocratique du Congo ne se vend plus, tout simplement. Et donc, les gens regardent ailleurs. Alors, parlez-nous maintenant des responsables. Alors, on a parmi ceux qu'on pointe, il y a les rebelles du M23, même s'ils ne sont pas les seuls. J'aimerais qu'on parle justement d'eux et de leur soutien, justement, des Rwandais, que Kigali conteste encore, n'a pas dit formellement. Quel est justement votre avis sur ce sujet-là ? Bon, des responsables, bon, ça aussi c'est apparu dans le petit élément que vous avez balancé. En fait, la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le M23 est revenu. Pourquoi cette résurgence après 10 ans de silence? Oui, absolument. Oui, donc il y a d'abord ce que le M23 lui-même dit ou prétend. Le M23 dit qu'il y a des accords qui ont été signés et qui n'ont pas été respectés, donc des accords consécutifs à sa débâcle de 2013. Et donc, c'est une sorte de suivi par la violence des accords non respectés. Sauf que personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Les M23 se contentent jusque-là de dire on a besoin d'un dialogue direct pour discuter avec Kinshasa des causes profondes de cette crise, ce dont Kinshasa ne veut évidemment pas entendre parler. Mais il y a aussi une sorte de coïncidence troublante d'une certaine compétition géopolitique au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'au moment où, au mois de novembre 2021, le M23 surgit, eh bien, Kinshasa vient de signer un accord avec Kampala pour que l'Ouganda déploie son armée au nord du Nord Kivu pour traquer sa rébellion des ADF, ça c'est connu, et simultanément, Kinshasa vient de signer avec le Burundi un autre accord pour que l'armée burundaise se déploie au sud Kivu pour traquer sa rébellion de Red Tabara. Sauf que dans le même timing, le Rwanda voudrait bien aussi traverser pour faire feu contre les FDLR, c'est que Kinshasa n'accepte pas. Monsieur Sematumba, dites-nous, vous avez dit un mot important. Quelles sont pour vous les causes profondes, justement, de cette crise dans l'Est? Bon, il y a... En quelques mots. Oui, en quelques mots, je pense qu'il faut prendre la problématique des crises de l'Est de la République démocratique du Congo dans leur globalité. Et là, vous allez voir que depuis l'Ituri au nord jusqu'au nord du Katanga, un peu plus au sud, donc il y a des questions liées à la question de la gestion ou la gouvernance des identités, notamment les identités communautaires, parce que nous sommes face à plus de 120 groupes armés, dont la plupart se réclament d'être des défenseurs de leur communauté. Donc là-bas, il y a vraiment un problème qu'il faut voir. Il y a la question de la répartition des ressources qui ne date pas du régime d'aujourd'hui, qui date depuis longtemps. Donc une certaine complexité dans la gestion des ressources et les ressources économiques à l'Est, ici par exemple au Nord Kivu, c'est la question de la terre, la question foncière demeure une cause profonde de plusieurs conflits
Mais aussi, il faut dire qu'il y a la question du pouvoir, le pouvoir coutumier. Toutes ces trois causes sont liées. Merci. Mais complémentaires. Absolument. On vous entend. Monsieur Onesphore Sematumba, merci d'avoir rejoint le Journal de l'Afrique ici sur France 24 pour faire ce point sur cette guerre oubliée dans l'Est de la RDC. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier à Goma, de Goma à Kinshasa en passant par Kigali. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.